This podcast is brought to you by HEC Paris. Monsieur le professeur, chers collègues, chers élèves, mesdames, messieurs, dans toute institution, il y a des moments forts. C'est un de ces moments que nous allons vivre aujourd'hui en accueillant le professeur Pierre-Gilles Degène. Monsieur le professeur, vous nous faites le grand honneur d'avoir accepté de délivrer, en introduction du séminaire inaugural des nouveaux élèves d'HEC, une conférence très prometteuse sur les tribulations de l'inventeur. Nous vous remettrons à l'issue de cette cérémonie le titre de professeur honoris causa d'HEC. Au professeur Degène, qui a écrit « Le chercheur n'est pas un prophète, ni un savant cosinus, mais plutôt un explorateur », je cède avec grand plaisir et un brin de gourmandise à présent la parole. Mon propos, c'est l'innovation. L'observation de départ, c'est qu'on nous casse les oreilles avec l'innovation, sous forme de discours, de colloques, de prix, etc. Énormément de gens en parlent. Et comme d'habitude, dans ces cas-là, ça ne débouche pas sur du concret. Et pourtant, on a besoin de l'innovation. Si nous regardons le monde tel qu'il est, nous pouvons nous dire que nous avons besoin d'innovation à deux niveaux. Il y a, je dirais, une perspective égoïste, la perspective de l'habitant confortable d'un pays occidental qui se dit « nous vivons dans un luxe incroyable par rapport au tiers-monde. Si nous voulons garder cette situation de confort, il faut que nous soyons constamment en avance, que nous ayons encore des brevets à vendre, des industries à créer, qui ne soient pas celles d'aujourd'hui, parce que celles d'aujourd'hui seront bien mieux prises en main, par exemple dans l'Asie du Sud-Est. Il faut que nous fassions autre chose. Alors il y a ce point de vue réducteur, et puis il y a un point de vue plus généreux qui consiste à dire, effectivement, nous sommes en face de ce tiers-monde, et si nous voulons que cette terre subsiste à longue échéance, il faut que nous arrivions à lui trouver ses propres moyens d'évolution, et ceci va supposer une innovation technique considérable. Donc, d'un côté ou de l'autre, on n'y échappe pas. Seulement, c'est pas tellement simple à faire. Alors, je dois tout de suite vous faire une phrase de modestie, contrairement au discours que vous venez d'entendre. C'est que, personnellement, je ne suis pas du tout un inventeur. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été le conseiller d'un certain nombre d'inventeurs, que ce soit dans l'industrie ou que ce soit au niveau de la recherche académique, disons, et aussi par les élèves, par le fait qu'à l'école de physique et chimie, dont on parlait tout à l'heure, j'en vois poindre, et on essaye au moins de ne pas les étouffer, je dirais. C'est à peu près ça le niveau de ce qu'on sait faire. Tout de suite après, je devrais aussi vous dire qu'il y a des tas d'images d'Épinal sur l'invention et l'innovation qui sont tout à fait à côté de la plaque. La première, peut-être, c'est le côté Bernard Palissy, l'inventeur un peu fou qui brûle sa dernière chaise pour cuire sa céramique vers quelque chose d'extraordinaire. Cette image est très dangereuse. Et souvent, elle est d'ailleurs assortie du fait que cet inventeur est aussi incompris. Elle est dangereuse. Cette situation, c'est pas du tout parce que vous êtes incompris que vous êtes un vrai créateur. Et je pourrais citer, même dans le journal le plus célèbre de la France, un temps considérable consacré à des gens qui n'ont fait que des bêtises, mais qui, par leur situation d'incompris, sont devenus des héros. Donc, le côté Bernard Palissy, méfiance. Il y a un autre
aspect qu'on trouve encore, je ne sais pas, disons, dans les romans, des choses comme ça, qui est l'aspect, la révélation foudroyante. Le monsieur qui, tout à coup, tchac, a une pensée qui va submerger tout un domaine. Ça arrive sans doute dans quelques cas. Il y a un cas amusant, c'est l'histoire de ce jeune Hongrois qui se promenait dans un parc à Budapest et qui tout à coup, avec son ami, ça se passe vers 1900, décide qu'il a en tête comment construire un moteur électrique qui marche. C'est une époque où les moteurs électriques marchent horriblement mal. Et il dessine avec sa canne, c'est l'époque où on a encore des cannes, dans le sable du parc, ce qui sera le moteur synchrone, ce qui sera le moteur futur, et qui va faire passer l'électricité de l'électricité continue qu'utilisait Edison à l'électricité alternative, qui est celle dans laquelle nous vivons. Ça, c'est une illumination, c'est vrai. Il y a des cas de ce genre très peu nombreux. Dans l'ensemble, la révélation foudroyante, c'est pas du tout ça qu'on attend d'un innovateur. Et puis, il y a une troisième chose qui vous concerne plus, et qui est une espèce de credo des entreprises actuelles, qui est que pour innover, il faut et il suffit de suivre le marché, de savoir ce que réclament vos clients et d'en tirer la substantifique moelle, de répondre à l'interrogation des clients. Et ceci est, là encore, tout à fait insuffisant. Je peux essayer de vous faire sentir ça sur 2 ou 3 exemples. Un premier exemple auquel votre directeur faisait allusion, c'est cette histoire des montres à cristaux liquides, l'affichage à cristaux liquides en général, mais en particulier des montres. Au moment où ceci est apparu, l'industrie de la montre était une industrie suisse qui marchait superbement et qui écoutait très bien son marché et qui développait les produits réclamés par ce marché, avec les montres à quartz à l'époque, qui n'a absolument pas vu venir le bouleversement que représentait ce type d'affichage et les microprocesseurs qu'on pouvait lui associer. L'industrie suisse, à cause de cette erreur, a connu 10 ou 15 ans de marasme dramatique. Elle s'en est sortie finalement par un joli rétablissement, par des idées comme celle de la Swatch, des choses comme ça, mais elle avait quand même fait une faute stratégique considérable. Donc le pilotage par le marché, dans son cas, était tout à fait dangereux. Un autre exemple que, heureusement, vous vivez moins, c'est celui d'un monsieur qui s'appelait Hounsfield, qui travaillait autant que je m'appelle dans une compagnie de disques à l'époque. Mais la compagnie de disques faisait de bonnes affaires, avait une certaine politique d'investissement en recherche tous azimuts, et lui s'était persuadé qu'on pouvait faire des clichés de rayons X pour regarder des objets comme nos propres os ou notre cerveau, mieux qu'on ne le faisait avant. Et il le faisait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'il avait une cible, un bras tournant qui était tiré d'un moteur d'aspirateur et un tube à rayons X, et il prenait, au lieu de prendre, comme on prend d'habitude, un cliché pour faire une radio, comme on le dit en médecine, il prenait une centaine de clichés en tournant son bras comme ceci, et après, par une reconstitution intelligente, il arrivait à faire quelque chose qui était beaucoup plus informatif. Eh bien, ayant fait ceci, il est allé trouver les médecins, et pendant une dizaine d'années, les clients, le marché, lui ont répondu aucun intérêt. Et puis finalement, ça a percé, et cet objet, que au début monté sur aspirateur, est devenu ce qu'on appelle un scanner, un objet dont nous sommes tous dépendants, hélas, à un moment ou à un autre au cours de notre vie. Nous faisons volontiers cocorico sur l'invention du laser. Un cocorico un peu dangereux, parce que si on regarde les vieux mémoires, on s'aperçoit que le laser aurait pu être inventé beaucoup plus tôt, probablement 20 ans plus tôt. Il y avait les outils pratiques et théoriques pour le faire. Et aussi que probablement il a été réalisé sans le savoir, dans certaines décharges à arc, des choses comme ça. Il y a des phénomènes bizarres que les gens n'ont pas creusé au fond, mais probablement ils étaient en train de fabriquer des lasers sans le savoir. Donc si vous voulez, sur le laser, il n'y a pas vraiment lieu de faire un coup de trompette extraordinaire, mais c'est une découverte guidée par la théorie. Et tant mieux, c'est très bien comme ça. Seulement, dans beaucoup d'autres cas, ça n'est pas du tout la théorie qui a créé
l'activité économique et qui a finalement rendu service. Un exemple que je rencontrais ce matin, parce que j'avais une petite note à faire là-dessus, c'est le verre. Vous savez d'où est sorti le verre? Des marchands phéniciens transportaient du natron, qui est du carbonate de sodium, et ils étaient sur une rivière de Palestine, probablement, quelque chose comme ça. Et ils se sont arrêtés au bord de la rivière, et ils ont fait du feu pour cuire leur frichti, et il fallait construire une sorte de four pour faire leur feu. Et la seule chose qu'ils avaient sous la main, il n'y avait pas de pierre, ils ont mis des blocs de natron pour faire leur foyer. Et ils faisaient ça sur une plage en silex, une plage de sable. Et puis tout à coup, ils ont vu, quand ils ont fait cuire, qu'une sorte de fleuve de feu, c'est ce que Pline raconte, s'est répandu. Et qu'après, ce fleuve refroidi est devenu un matériau transparent extraordinaire. Et, dit-on, dit Pline, c'est comme ça que le verre est apparu. Mais le verre s'est développé par une suite d'inventions technologiques fabuleuses. Les creusets, qui permettaient de ne pas avoir de saleté à l'intérieur. Les fours qu'il fallait construire et qu'il fallait souffler, il fallait amener de l'air. Et aussi le soufflage dans un autre sens du terme. L'idée d'avoir un tuyau, d'arriver à gonfler une poche de verre pour en faire un récipient, tout ça, ça date de Syrie, Phénicie, Carthage, ça date de bien avant Jésus-Christ. C'était un développement technologique fabuleux. Il y en a eu ensuite de considérables. Il y a eu l'époque du transfert de technologie vers l'Occident, vers Cume, Apulée, la fin de l'Empire romain, et ensuite vers Murano et Altar, au milieu du Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Et ce transfert technologique s'est pas fait sans mal, parce qu'il n'y avait plus le natron. Le natron se trouve dans la mer morte, des choses comme ça. Et il ne se trouvait pas en Occident. On n'avait pas de carbonate de sodium. Il a fallu trouver autre chose. Et les gens ont fini par remarquer qu'en prenant la cendre des fougères, ils avaient un bon point de départ, qui n'est pas le même carbonate, qui est du carbonate de potassium. Ça a permis de récupérer l'industrie en Occident. Ça ne s'est pas fait sans difficulté, parce que les propriétés pratiques, les points de fusion et toutes les propriétés de miscibilité du potassium n'étaient pas les mêmes que celles du sodium. Mais les gens de l'an 1000, à peu près, ont su faire ça. Même avant, parce que ça a été motivé par les invasions. C'est les invasions qui ont coupé l'Occident de l'Orient. Donc voilà, le verre or. Ce verre qui, de nos jours, est devenu un instrument technologique extraordinaire. Au XIXe siècle, par les lentilles, les instruments d'optique. Au XXe siècle, par ce qu'on appelle le flot de glace, le verre fabriqué sur un métal fondu qui permet de le faire absolument lisse. Et puis, récemment, le verre des fibres optiques qui nous permet tous de communiquer des stupidités à grand nombre d'échelles. Ça, c'est encore la technologie du verre. Et cette technologie superbe, voilà où j'en viens à mon propos, elle est faite avec un matériau que nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas une description sérieuse de ce qu'on appelle l'état vitreux ou la fusion pâteuse. Franklin, vous connaissez Franklin, grand homme, ambassadeur de la jeune République des États-Unis en France à un moment, mais aussi un de ceux qui ont compris l'électricité, et curieux de tout. Franklin avait, comme nous n'avons plus, hélas, une solide culture grecque. Et il avait lu chez les Grecs que si on met de l'huile, qui est une sorte de détergent, sur la mer, on calme les vagues. Et ça, c'était resté au niveau où était la Grèce, c'est-à-dire, je dirais, de façon un peu provocante, au niveau des philosophes. On a un fait comme ça, on n'en tire pas quelque chose de précis. Franklin a eu l'idée d'en tirer quelque chose de précis. Et il habitait Londres à ce moment-là, il est allé à Clapham Common, près de Londres, où il y a une mare, que certains d'entre vous ont peut-être vu, s'ils s'intéressent au cricket ou des trucs comme ça, il y a encore des activités de ce genre-là. Et il a choisi un jour où il y avait un petit vent frais, c'est-à-dire que sur la surface de la mare, il y avait des petites ondulations comme ça, très facile à identifier. Et il est venu avec une petite bouteille d'un détergent de son époque, qui devait être un oléate ou quelque chose comme ça, un dérivé de l'huile. Il a versé sur la mare une cuillerée à café de ce détergent. Et ça a calmé les vagues sur une surface
probablement un peu plus grande que cette salle. Et là, il avait un chiffre. Ce n'était pas simplement une idée qualitative. Il avait un chiffre. En fait, ce chiffre était extraordinairement précieux et ce chiffre contenait une des plus grandes étapes, on peut dire, de la connaissance de la matière. C'est que s'il connaissait le volume, c'était une cuillerée à café, et s'il connaissait la surface sur laquelle ce volume était étalé, la surface, disons, de cette pièce, divisant le volume par la surface, par une opération que même vous devez connaître, il pouvait trouver la hauteur. C'est-à-dire, en fait, trouver la hauteur des molécules de surfactants, trouver la taille des molécules. Et ça, justement, c'était un progrès immense par rapport au miracle grec. Les Grecs avaient conçu une idée d'atomes et de molécules pour des raisons, je dirais, de difficulté de raisonnement, parce qu'ils n'aimaient pas les raisonnements où on va vers un infiniment petit. Et ils savaient mal les manipuler. Et pour des raisons, on pourrait dire, de manque d'aisance mathématique, ils avaient dit ça doit s'arrêter, il doit y avoir des objets d'une petite taille, c'est des atomes. Démocrite et un certain nombre d'autres à la suite. Et c'était purement philosophique, justement. Et du jour où Franklin apparaît, ça devient un fait scientifique, parce qu'on ne dit pas il doit y avoir quelque chose, on dit il y a quelque chose et il a cette taille. Et à partir de ce moment-là, les choses sont. Mais vous remarquerez la simplicité des moyens. Une cuillère à café, un petit pot d'huile et une barre. Et une des plus grandes découvertes de l'histoire conceptuelle de la matière s'ensuit. Et il y en a une deuxième qui est dans la même ligne, qui est due à une dame. Peut-être je me trompe, mais peut-être la première femme scientifique du monde occidental. Peut-être je me trompe, c'est la première que je connaisse personnellement. Elle s'appelait Agnès Pockels. Elle vivait en Allemagne au milieu du XIXe siècle, passionnée par les sciences, voulant aller à l'université, mais impossible, une femme. Son frère est allé à l'université et n'a rien fait. Mais elle s'est accrochée à un problème qui passionnait les gens à son époque, qui était ce qu'on appelle la tension superficielle de l'eau. L'eau n'aime pas montrer sa peau. Il y a une énergie associée à la surface, et cette énergie par centimètre carré est ce qu'on appelle la tension superficielle. Et on arrive à la mesurer en tirant sur une goutte d'eau par des dispositifs très fins, et en voyant quelle force il faut mettre pour convaincre l'eau de montrer de la surface, en quelque sorte. Mais les mesures qui se faisaient à cette époque-là donnaient des résultats totalement discordants. Monsieur X à Naples, Monsieur Y à Göttingen, etc., trouvaient des résultats absolument différents. Alors, naturellement, le bon peuple des scientifiques disait « vous n'avez pas nettoyé votre eau, ça doit être sale ». Et il disait on a fait tout ce que la chimie de l'époque nous permet de faire, c'est-à-dire on distille, on cristallise l'eau, puis on la refond, etc. On élimine le maximum d'impuretés. Mais no go, rien. Et Agnès, elle a compris. Elle a compris que ce n'est pas les impuretés usuelles qu'il y a dans l'eau, comme le sel de cuisine ou des choses comme ça, qui faisaient le drame, que c'était quelques molécules très rares de ces détergents dont je vous parlais tout à l'heure. Et comment se débarrasser de ces détergents? Certainement pas par les méthodes classiques, parce qu'elles sont tellement peu nombreuses qu'on ne fait rien comme ça. Il y a une méthode beaucoup plus simple. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son eau, l'a agitée vigoureusement, ça a fait de la mousse, où il y avait le détergent, l'impureté, et elle a écumé cette mousse avec une palette, une vingtaine de fois, quelque chose comme ça. Et une fois qu'elle a fait ça, et simplement ça, dans sa cuisine, elle aussi, elle a obtenu une eau parfaitement reproductible. Elle a été la première à mesurer la tension superficielle de l'eau. Fort heureusement, ça s'est su, Lord Rayleigh, qui était le grand gourou de l'époque dans ce genre de science, lui a fait une publicité considérable, et elle s'en est sortie bien. Je vais vous la montrer. N'attendiez pas à Marilyn Monroe, hein, c'est une dame austère du 19e, mais c'est quand même quelqu'un d'infiniment respectable. Dans sa cuisine.
Il y a un autre aspect, c'est la ténacité. Les métiers d'innovation ne sont pas justement des métiers où, tchac, on trouve quelque chose. Le côté concours Lépine qu'on a connu en France au XIXe siècle est très dangereux pour ça. Ce n'est pas du tout comme ça. C'est longtemps, c'est un long investissement. Et c'est important de vous le dire parce que c'est aussi une considération qui échappe souvent aux actionnaires des grandes compagnies. Je vais prendre un exemple qui est un peu ancien, qui est le suivant. Nous nous retrouvons en 1891, et à l'époque, les dames portent des corsets et des bottines. Et un problème très difficile, c'est d'arriver à attacher toutes les unités successives de la fermeture du corset, ou encore plus, dans certains cas brûlants, détacher les mêmes unités. Et Jadron, aux États-Unis, se convainc qu'il faudrait trouver quelque chose de mieux. Et son attitude au début, c'est d'essayer de trouver une sorte de clé qui ouvre toutes les serrures à la fois. C'est-à-dire qu'il a des dispositifs mécaniques absolument horribles, avec des tiges en laiton, qui essayent d'ouvrir tout le long du dos de la dame. Évidemment, ça ne marche pas, mais il travaille dur. Et en 1905, regardez l'échelle de temps, il se trouve un partenaire qui s'appelle Sunbach, et à deux, ça marche mieux, et finalement, ils émergent très progressivement avec cette idée d'avoir, au lieu d'une tige, d'avoir un raccord souple. Et ils créent, juste avant la guerre de 14, ce que nous appelons de nos jours la fermeture éclair, qui est une très très belle découverte. Regardez l'échelle de temps, de 91 à 1910 ou par là, qu'il a fallu pour cette chose-là. Donc la ténacité qu'il y a eu chez ces gens est quelque chose d'extraordinairement respectable. Et on en a encore besoin, même maintenant. Je dis souvent que si un extraterrestre arrive avec l'idée d'observer un peu ce qui se passe sur cette petite planète, il notera peut-être avec intérêt qu'on a trouvé, comme je disais tout à l'heure, le transistor, le laser, etc. Mais je crois qu'il notera aussi qu'on a trouvé la fermeture éclair. Et il notera peut-être qu'on n'a pas trouvé un certain nombre de choses qui sont sous notre nez. Donc, soyons humbles. Dans cette expérience-ci, qui demande un matériel assez complexe, que je vais réunir ici, il s'agit de ce qu'on appelle le démouillage. Alors, je prends ici de l'eau H2O que je vais placer sur une feuille de polyéthylène. Le polyéthylène déteste l'eau. Alors, je mets d'abord une petite goutte. Vous ne la voyez pas admirablement bien. Je vais essayer d'en mettre 2 ou 3. Quand elle est toute petite, elle essaye de minimiser sa surface exposée. La forme qui a la plus petite surface par rapport au volume, c'est la sphère. Donc c'est une calotte sphérique, c'est une portion de sphère. Si je force un peu la nature, j'en mets plus. On va le faire avec des moyens assez considérables. Alors là, je me heurte à une difficulté qui est liée à la pente de mon système. Vous voyez, ce qui se fait ici est un objet qui est un compromis intéressant. C'est un objet dans lequel la capillarité, les forces de surface, auraient envie de rétracter cette goutte, de faire qu'elle expose moins de surface. Mais il y a son poids qui s'exerce dans l'autre sens et qui la force à s'écraser. Et il y a un compromis poids-capillarité analysé par Laplace 1805 qui conduit à une épaisseur très bien définie, de l'ordre du millimètre. L'objet qui est là, c'est ce que nous appelons couramment une flaque. C'est un objet très précis de la science des interfaces, disons. Bon, ça c'est très bien, mais il ne suffit pas de regarder la nature comme ça. On va essayer de la provoquer un peu plus, c'est-à-dire de forcer la feuille de plastique à être plus mouillée qu'elle n'en a envie. Au moyen de ce dispositif expérimental, je réalise ça. Alors, j'ai un peu de mal à cause de cette histoire de la pente, mais quand même, vous voyez que la feuille se défend, elle se rétracte, il y a des régions sèches qui croissent, soit à partir d'un petit trou à l'intérieur qui naît, soit à partir des bords ou de défauts. Et si vous avez
un bon œil et la foi, vous verrez même que tant que ça avance à vitesse constante dans ce cas-là. Ça, ce processus-là, c'est ce qu'on appelle le démouillage. Et c'est quelque chose qu'on rencontre tout à fait dans la vie quotidienne, mais qui est aussi important dans beaucoup de disciplines industrielles. Et à l'époque où ces choses-là ont été faites, ça a été fait à l'Institut Curie par l'équipe de Françoise Brochard, ils pressentaient bien que ça allait avoir une importance. Ils ne savaient pas très bien comment. Mais ils ont établi les lois fondamentales. Ça, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pour préparer des surfaces propres, où il n'y ait pas de défauts qui accrochent le mouvement, etc., c'est de la synthèse chimique sur les surfaces, c'est 3 ans de travail, quelque chose comme ça. Après, il y a pas mal d'hydrodynamique. Là aussi, c'est très interdisciplinaire. Il faut comprendre comment ça bouge, etc. Mais finalement, ça c'est bien élucidé. Et ils avaient l'impression très nette que ça allait servir, mais ils ne savaient pas tellement où. Ça s'est avéré servir dans plusieurs domaines qui ont un impact industriel intéressant. Comme il est tard, je vais en citer qu'un, qui est décrit par ce que j'appelle l'expérience britannique, ici. Voilà l'expérience britannique. C'est britannique, vous voyez qu'il pleut. Il y a sur la route à peu près 1 millimètre, peut-être moins, quelques micromètres d'eau. Il y a de l'asphalte en dessous. Il y a une voiture qui avance à une vitesse britannique de l'ordre de 50 km/h. Et si cette voiture est vraiment sur le film d'eau comme ça, vous perdez le contrôle tout de suite. Il est absolument nécessaire qu'il se rétablisse un contact immédiat entre le caoutchouc du pneu et l'asphalte. Le caoutchouc du pneu, il tourne comme ceci, il reste en contact avec l'asphalte pendant le petit moment qui correspond à la partie aplatie du pneu sur votre voiture, pas très grande. À ces vitesses-là, ça veut dire qu'il reste quelques millisecondes en face de l'asphalte. Il faut que pendant ces quelques millisecondes, le film d'eau se soit enlevé. Et ce problème-là n'est pas tellement loin de ce que je vous avais montré dans ma superbe expérience. Dans ma superbe expérience, il y avait du polyéthylène, enfin du plastique, de l'eau et de l'air. Dans cette expérience-ci, il y a de l'asphalte, qui est tout à fait comme le plastique, qui déteste l'eau, de l'eau et du caoutchouc. Donc vous voyez, ce n'est pas le même problème. Le caoutchouc, c'est très différent de l'air, mais c'est un cousin de ce problème. Et ces gens de Curie ont après consacré 3 générations de thèses à comprendre ces phénomènes-là. Et maintenant, on peut dire qu'ils sont relativement bien compris et qu'on a une perception de ce que c'est que l'aquaplaning des voitures, disons. L'impact industriel n'est pas tellement sur l'industrie du pneu, parce que beaucoup des contre-mesures auxquelles vous pouvez penser pour faciliter ce processus consisteraient à sculpter la surface du pneu, à faire de la dentelle de Malines sur la surface d'un pneu. Malheureusement, comme vous le savez, un pneu, ça s'use très vite, et cette dentelle serait éliminée très rapidement. Donc beaucoup de contre-mesures du côté pneu ne sont pas bonnes. Par contre, ce qui est peut-être le plus intéressant pour l'avenir, c'est les contre-mesures du côté route. D'avoir sur la route des initiateurs de démouillage, disons, qui soient efficaces. Donc de ce côté-là, il y a des espoirs intéressants. Et je vous le citais surtout pour vous montrer que ce type d'expérience, très simple dans son principe, reste valable même au XXIe siècle. Ce n'est pas du passé que je vous raconte. Alors si j'en viens sur les grandes perspectives, dans une maison comme ça, il faut un peu, d'une certaine façon, je dirais que ce qui me frappe, c'est le fait que les inventeurs ont eu plusieurs styles successifs. Il y a eu une époque extraordinaire du XIXe siècle avec des gens comme Edison, travaillant tout seuls, qui ont véritablement changé notre monde. Et puis, il y a eu une deuxième époque également extraordinaire qui a été l'époque des grandes industries. Et dans les domaines que je connais moi, c'est très restrictif. C'est par exemple General Electric. General Electric a eu un grand pilote qui s'appelait Langmuir, qui a été, disons, l'auteur de la lampe électrique telle que nous la connaissons maintenant, celle d'Edison qui était faite avec un bout de fougère grillée, n'avait pas de tenue mécanique et ne tenait pas dans le temps.
Qu'est-ce que j'ai cité encore? Dupont, je vous parlais de Carothers à propos du nylon, ou Bell Labs de Shockley à propos du transistor. Donc il y a eu cette époque des grandes industries qui a été superbe et qui a été une superposition admirable. Mais il faut que vous soyez conscient que cette époque est en train de disparaître. Ces grandes industries ne jouent plus du tout le même rôle de pilote du futur qu'elles jouaient au XXe siècle. Ça pour une raison simple que vos professeurs vous expliqueront mieux que moi, qui est la prise du pouvoir par les actionnaires dans les grandes sociétés. Actuellement, les actionnaires ont le pouvoir, et ces actionnaires qui ne sont pas tellement vous et moi, qui sont plutôt les fonds de pension de la Californie ou des choses de ce genre, sont très exigeants sur la rentabilité à court terme, c'est-à-dire à 3 ans. Autrement dit, tous les projets d'innovation qui sont très rapides, en moins de 3 ans, ils acceptent de soutenir. Tout ce qui est à l'échelle 10 ans, ils ne soutiennent plus. Et une grande partie de ce qui s'est fait dans tous ces exemples que je vous cite là était justement de la recherche au moins à 10 ans. Donc de ce point de vue-là, les grandes industries sont en situation très difficile. Et vous voyez en France des patrons d'entreprises qui sont dans des situations dures de ce point de vue-là, qui essayent de défendre un projet d'entreprise à long terme et qui n'y arrivent pas toujours. Et certains sont éjectés et d'autres sont menacés, disons. Donc, il y a un trou là. Merci pour votre attention. Laissez-moi vous dire, en tout cas, combien votre présence sur le campus du groupe HEC aujourd'hui est pour nous tous un encouragement à développer sans cesse nos activités de recherche, avec un souci constant d'exigence scientifique, ainsi qu'un encouragement à créer du savoir au service de la pédagogie. Et je suis très très heureux que le groupe HEC vous décerne aujourd'hui le titre de professeur honoris causa. Et au nom de tous ici présents, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté académique. Merci. On va se mettre là. Oh, c'est très sympa. Sur lequel on voit. Si vous voulez bien, on va comme ça. Ouais, Please visit us at www.agc.edu.